La salle de conférence baignait dans une lumière froide. Derrière la longue table de verre, 6 visages impassibles la fixaient. Parmi eux, un seul regard la brûlait sans jamais croiser le sien, celui de l'homme qui, quelques heures plus tôt, avait murmuré son prénom contre sa nuque dans l'obscurité de son bureau. Léa Moreau se tenait droite, les mains posées à plat sur le dossier qu'elle venait de présenter. 28 ans, directrice de la communication digitale chez Ardant & Associés, l'un des cabinets d'avocats les plus réputés de Paris. 6 années d'efforts, de sacrifices, de nuits blanches pour gravir les échelons. Tout ce qu'elle avait construit reposait sur cette table. Et tout pouvait s'effondrer à cause d'un seul homme, Thomas Ardant, 42 ans, associé principal, patron de tous les patrons, l'héritier d'un empire juridique bâti sur 3 générations, marié, père de 2 enfants. Et depuis 3 mois, l'obsession silencieuse de Léa. Elle avait essayé de résister. Dieu sait qu'elle avait essayé. Mais il y avait eu ce dîner client à Lyon, cette conversation qui s'était prolongée au bar de l'hôtel, cette façon qu'il avait eue de la regarder, comme si elle était la seule personne au monde, et puis ce baiser brutal et désespéré dans le couloir du 6e étage. Depuis, il jouait avec le feu, des moments volés entre 2 réunions, des messages codés, des rendez-vous clandestins dans des lieux où personne ne les connaissait. Mais Paris est petite quand on évolue dans les mêmes cercles, et les murs ont des oreilles. « Mademoiselle Moreau, votre stratégie est audacieuse », déclara Arnaud Clermont, l'associé en droit fiscal en feuilletant le dossier. Peut-être même trop. Léa sentit son pouls accélérer. Ce n'était pas une critique professionnelle. C'était un avertissement déguisé. Clermont savait, ou du moins il soupçonnait quelque chose. « L'audace fait partie de mon travail », répondit-elle d'une voix qu'elle espérait ferme. « C'est ce que vous avez recherché quand vous m'avez recruté. » Un silence pesant s'installa. Thomas n'avait toujours pas levé les yeux. Ses doigts tambourinaient légèrement sur la table, le seul signe de tension dans son attitude parfaitement maîtrisée. Léa le connaissait assez pour savoir qu'il était en train de calculer, de peser chaque mot, chaque geste. « La question n'est pas votre talent, mademoiselle », intervint Clermont en refermant le dossier avec une lenteur calculée. « C'est votre jugement. » Le mot resta suspendu dans l'air comme une lame. Léa comprit alors que tout avait changé, qu'il ne parlait plus seulement de stratégie marketing ou de campagne digitale. Il parlait d'elle, de ses choix, de ce qu'elle risquait de perdre si elle ne reprenait pas le contrôle. Mais il était déjà trop tard pour cela. Le vertige avait commencé. Et quand on tombe, on ne peut plus s'arrêter en plein vol. Thomas leva enfin la tête. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Juste assez pour qu'elle y lise ce qu'elle redoutait le plus, non pas du regret, mais de la détermination. Il n'avait pas l'intention de reculer, et elle non plus. La question n'était plus de savoir s'ils allaient être découverts, mais quand et à quel prix. Chapitre 1. Contexte, un déséquilibre. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, par un simple regard. Léa était arrivée chez Ardant & Associés avec la ferme intention de révolutionner leur présence digitale. Le cabinet était une institution vieille de 70 ans, respectée mais poussiéreuse. Leur site internet ressemblait à une relique des années 2000. Leurs réseaux sociaux étaient quasi inexistants. Pour une jeune femme comme Léa qui avait fait ses armes dans des agences innovantes, c'était un terrain vierge, une opportunité en or. Dès le premier jour, elle avait senti les résistances. Les avocats associés n'aimaient pas le changement. Ils voyaient dans le digital une menace à leur prestige, à cette aura de mystère qui faisait leur force. Mais Thomas Ardant, lui, avait compris que le monde évoluait. Que les clients de demain ne chercheraient plus leurs avocats dans l'annuaire, mais sur Google, sur LinkedIn, sur Instagram. « Vous avez carte blanche », lui avait-il dit lors de leur première réunion privée. « Mais je veux des résultats rapides. » Il l'avait regardé droit dans les yeux en prononçant ces mots. Pas avec arrogance, mais avec une intensité qui l'avait troublé. Thomas Ardant n'était pas seulement beau, il était magnétique. Grand, des cheveux grisonnants impeccablement coiffés, des costumes taillés sur mesure, qui soulignaient une silhouette athlétique malgré les années. Mais surtout, il dégageait cette assurance tranquille des hommes qui n'ont jamais eu à prouver quoi que ce soit. Léa avait travaillé d'arrache-pied. En 3 mois, elle avait refait le site, lancé des campagnes ciblées, multiplié l'engagement sur les réseaux.
Les résultats étaient spectaculaires. Le cabinet recevait 2 fois plus de demandes de consultation. Des clients prestigieux commençaient à les contacter directement. Thomas l'avait félicité en privé, dans son bureau, un soir où tout le monde était parti. Il avait ouvert une bouteille de champagne. Ils avaient trinqué. Et puis, sans qu'elle sache vraiment comment, la conversation avait dérivé. De professionnel à personnel, de formel à intime. Il lui avait parlé de sa famille, de son mariage arrangé, comme il disait, avec une femme issue du même milieu que lui, de ses enfants qu'il aimait mais qu'il voyait trop peu, de cette sensation d'étouffement dans une vie tracée d'avance. Léa, elle, lui avait parlé de ses sacrifices, de sa famille modeste qui ne comprenait pas son ambition, de ses relations amoureuses ratées parce qu'elle travaillait trop, de cette solitude qu'elle masquait sous une carapace d'efficacité. Ce soir-là, rien ne s'était passé, mais quelque chose avait basculé. Une frontière invisible avait été franchie, celle qui sépare le professionnel du personnel, le patron de l'homme. Les semaines suivantes, ils avaient multiplié les occasions de se voir, des déjeuners de travail qui s'éternisaient, des réunions à 2 alors qu'un email aurait suffi, des échanges de regards pendant les réunions d'équipe. Et puis un jour, Thomas lui avait envoyé un message en pleine nuit. 3 mots seulement. « Je pense à toi ». Léa aurait dû ignorer ce message, effacer la conversation, mettre des limites claires. Mais elle avait répondu. Et tout s'était accéléré. Le déplacement à Lyon avait été le point de rupture. Officiellement, ils accompagnaient un client important pour finaliser un contrat. Mais l'électricité entre eux était palpable. Dans la voiture, leurs mains s'étaient frôlées. Au restaurant, leurs regards s'étaient attardés. Et au bar de l'hôtel, quand Thomas avait posé sa main sur la sienne, elle n'avait pas reculé. « On ne devrait pas », avait-elle murmuré. « Je sais », avait-il répondu. Puis, il l'avait embrassée. Et toutes les barrières s'étaient effondrées. Depuis ce jour, ils vivaient dans une double réalité. Au bureau, ils étaient patrons et employés, professionnels, distants. Mais dans l'ombre, ils s'abandonnaient à une passion qui les dévorait tous les deux. Léa savait que c'était dangereux, qu'elle mettait sa carrière en péril, qu'elle jouait avec sa réputation. Mais elle ne pouvait plus s'arrêter. Thomas était devenu sa drogue, et elle, sa faiblesse. Le problème, c'est que dans un cabinet d'avocats, rien ne reste secret longtemps. Les assistantes remarquent les rendez-vous qui s'allongent, les collègues captent les regards, et certains, comme Arnaud Clermont, attendent juste le bon moment pour frapper. Léa sentait le piège se refermer, mais au lieu de fuir, elle s'enfonçait chaque jour un peu plus. Chapitre 2. Tension croissante. La réunion s'était terminée dans un silence glacial. Léa avait récupéré son dossier et quitté la salle sans un mot. Dans le couloir, elle avait croisé Camille, l'assistante de direction, qui l'avait regardée avec une expression étrange. Un mélange de pitié et de jugement. Le message était clair. Elle savait. De retour dans son bureau, Léa s'était effondrée sur sa chaise. Ses mains tremblaient légèrement. Elle avait ouvert son téléphone. 3 messages de Thomas. « On doit parler. Pas au bureau. Ce soir, 20h. Notre endroit. Notre endroit. » Un petit hôtel discret près de la Bastille, où personne ne les connaissait. Où ils pouvaient, l'espace de quelques heures, faire semblant d'être un couple normal. Léa hésita. Chaque fois qu'ils se voyaient en dehors du bureau, le risque augmentait. Mais elle ne pouvait pas lui résister. Elle tapa une réponse rapide. « J'y serai. » Les heures qui suivirent furent une torture. Léa essaya de se concentrer sur son travail, mais son esprit divaguait. Elle repensait au regard de Clermont, au sous-entendu, à cette sensation oppressante d'être observée. À 18h, elle reçut un appel de sa mère. Elle décrocha par réflexe. « Léa, ma chérie, tu viens toujours dimanche? Ton père voudrait te parler de quelque chose d'important. »« Oui, maman, je serai là. Tu as l'air fatiguée, tu travailles trop. » Si seulement c'était juste le travail. « Je vais bien, maman. Je te laisse. J'ai une réunion. » Elle raccrocha avant que sa mère ne pose plus de questions. Sa famille était fière d'elle. Elle était la première à avoir fait des études supérieures, à avoir un poste à responsabilité. Elle portait leurs espoirs sur ses épaules, et elle était en train de tout risquer pour un homme marié. À 20h tapante, Léa poussa la porte de l'hôtel.
La réceptionniste la reconnut et lui tendit une clé sans un mot. Chambre 307. Toujours la même. Thomas était déjà là, debout près de la fenêtre, les mains dans les poches, le regard perdu sur les toits de Paris. Il se retourna quand elle entra, et pendant quelques secondes, ils restèrent immobiles, simplement à se regarder. Puis il traversa la pièce et la prit dans ses bras. Pas avec passion, mais avec désespoir, comme s'il avait besoin de s'assurer qu'elle était réelle. « Clermont-Sey, dit-il enfin d'une voix sourde. J'avais compris. Il est venu me voir après la réunion. Il m'a dit que notre proximité devenait problématique, qu'elle nuisait à la cohésion de l'équipe, qu'elle jetait un doute sur l'objectivité de mes décisions. » Léa sentit son cœur se serrer. « Qu'est-ce que tu lui as répondu ?» Thomas s'écarta légèrement pour la regarder. Que ma vie privée ne le regardait pas. « Ce n'est pas de la vie privée, Thomas. Pas quand ça se passe au bureau. Pas quand tu es mon supérieur. » Il serra les mâchoires. « Tu penses que je ne le sais pas ?» Le ton était monté. Léa s'éloigna de lui, soudain furieuse. « Alors quoi? On continue comme ça jusqu'à ce que tout explose, jusqu'à ce que je perde mon travail, ma réputation? Personne ne te fera partir. Ah oui? Et comment tu expliqueras que tu me protèges, Thomas? Comment tu justifieras de me garder alors que tout le monde saura pourquoi? » Il ne répondit pas, parce qu'il n'y avait pas de bonne réponse. Ils étaient coincés, pris au piège d'une situation qu'ils avaient créée ensemble. Le silence s'installa, lourd et étouffant. Léa s'assit sur le bord du lit, la tête entre les mains. Elle sentait les larmes monter. De rage, de frustration, d'impuissance. Thomas s'agenouilla devant elle. Il prit ses mains dans les siennes. « Je ne peux pas te perdre, » murmura-t-il. « Tu ne m'as jamais vraiment eu, » répondit-elle d'une voix brisée. C'était la vérité. Tant qu'il était marié, tant qu'il avait une famille, elle ne serait jamais qu'une parenthèse, un secret, une faiblesse qu'il cachait au monde. « Je vais quitter ma femme, » lâcha-t-il soudain. Léa releva la tête, stupéfaite. « Quoi ? » « Je vais lui parler, je vais tout lui dire. Je ne peux plus vivre comme ça. » Elle aurait dû être soulagée, heureuse. Mais au lieu de ça, une panique froide l'envahit, parce qu'elle savait ce que ça signifiait, la fin de son mariage, la destruction de sa famille, le scandale, et elle serait celle qu'on pointerait du doigt, la briseuse de ménage, la jeune ambitieuse qui a séduit son patron. « Thomas, non, tu ne peux pas faire ça. » « Pourquoi ? Parce que tout le monde pensera que c'est pour moi, que je t'ai manipulé, que j'ai couché avec toi pour obtenir des promotions. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Eh bien pas moi, cria-t-elle en se levant. J'ai travaillé trop dur pour que ma carrière soit réduite à une liaison avec mon patron. » Thomas resta agenouillé, les mains vides, le regard perdu. Il comprenait enfin. Ce n'était pas juste une question de morale ou de danger. C'était une question d'identité, de tout ce qu'elle avait construit, de tout ce qu'elle risquait de perdre. « Alors qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Léa essuya ses larmes. « Je ne sais pas. » Mais elle savait. Au fond d'elle, elle savait qu'ils approchaient du point de non-retour. Chapitre 3. Point de non-retour. Le lendemain matin, Léa arriva au bureau avec une décision ferme, prendre de la distance. Elle éviterait Thomas, se concentrerait sur son travail, laisserait cette folie s'éteindre d'elle-même. Mais la vie en avait décidé autrement. À 10 heures, convocation d'urgence dans le bureau de la directrice des ressources humaines, Isabelle Fontaine. Une femme sèche, à la réputation impitoyable. Léa sentit la panique monter. Quelqu'un avait parlé. Officiellement. Elle entra dans le bureau, la gorge serrée. Isabelle la regarda par-dessus ses lunettes, un dossier ouvert devant elle. « Asseyez-vous, Léa. » Le prénom. Pas « Mademoiselle Moreau ». C'était mauvais signe. « J'ai reçu des préoccupations concernant votre relation avec Monsieur Ardent, » commença Isabelle sans détour. « Des membres du personnel ont remarqué des comportements qui pourraient constituer un conflit d'intérêts. » Léa sentit son sang se glacer. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. »« Vraiment ?» Isabelle leva un sourcil. « Des déjeuners prolongés, des messages, tard le soir, des déplacements où vous êtes systématiquement assignés ensemble, des réunions privées à porte close. » Chaque mot était une accusation.
Léa comprit qu'elle était surveillée depuis des semaines, peut-être des mois. Monsieur Ardan est mon supérieur direct. C'est normal que nous travaillions ensemble. Bien sûr, mais il y a travail et autre chose. Isabelle referma le dossier. Je ne suis pas là pour juger votre vie privée, mais je dois protéger le cabinet, et en ce moment, vous représentez un risque. Un risque? Si cette relation existe et qu'elle devient publique, c'est tout le cabinet qui en souffrira. Les clients n'aiment pas les scandales, et les associés encore moins. Léa serra les poings sous la table. Qu'attendez-vous de moi? Isabelle soupira. 2 options. Soit vous demandez un transfert dans une autre division où vous ne travaillerez plus directement avec Monsieur Ardan, soit vous démissionnez avec 3 mois de salaire et une lettre de recommandation. Le choc fut brutal. Léa avait l'impression de recevoir un coup au ventre. Vous me demandez de partir? Je vous demande de choisir, avant que la situation ne nous force à choisir pour vous. Léa sortit du bureau dans un état second. Dans le couloir, elle croisa Thomas qui se dirigeait vers les ascenseurs. Il la vit, comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas, mais il ne pouvait pas parler, pas ici, pas devant tout le monde. Elle retourna dans son bureau et ferma la porte, puis elle s'effondra. Pour la première fois depuis des années, elle pleura. Pas des larmes discrètes, des sanglots profonds, incontrôlables. 10 minutes plus tard, Thomas débarqua sans frapper. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle lui raconta. Tout, la convocation, les accusations, l'ultimatum. Le visage de Thomas se durcit. Ils n'ont pas le droit. Ils ont tous les droits, Thomas. C'est leur boîte. C'est ma boîte aussi. Et je ne les laisserai pas faire ça. Et tu interviens, ça confirmera tout. Ça prouvera que je suis ta... Elle ne put même pas prononcer le mot. Thomas s'approcha. Il voulut la prendre dans ses bras, mais elle recula. Non, plus maintenant, plus ici. Léa, je vais démissionner. Le silence qui suivit fut assourdissant. Quoi? C'est la seule solution. Si je reste, ils trouveront un moyen de me détruire. Au moins, si je pars de moi-même, je garde le contrôle. Thomas secoua la tête. Tiens, tu ne peux pas abandonner tout ce que tu as construit. Je n'abandonne pas, je me protège. Elle le regarda droit dans les yeux. Et toi aussi, parce que si cette histoire éclate, tu perdras bien plus que moi. Ta réputation, ton mariage, tes enfants. Il voulut protester, mais elle leva la main. C'était une erreur, Thomas. Dès le début, on le savait tous les deux. Ce n'était pas une erreur. Alors comment tu appelles ça? Il resta silencieux, parce qu'il n'y avait pas de mots pour décrire ce qu'il vivait. Ce n'était pas de l'amour, pas vraiment. C'était plus sombre, plus destructeur, une obsession mutuelle qui les consumait tous les deux. « Donne-moi quelques jours, dit-il finalement. Je vais trouver une solution. » Il n'y a pas de solution, Thomas. C'est fini. Mais même en prononçant ces mots, elle savait que ce n'était pas vrai, parce qu'il ne pouvait pas s'arrêter, même maintenant, même face au désastre. Le soir même, contre toute logique, elle le retrouva à l'hôtel. Une dernière fois, se disait-il, juste une dernière fois. Mais dans cette chambre, dans l'obscurité, ils scellèrent leur destin, parce qu'il n'y aurait jamais de dernière fois. Pas tant qu'ils respireraient le même air. Le point de non-retour n'était pas ce qu'ils avaient en fait, c'était ce qu'ils étaient incapables d'arrêter de faire. Chapitre 4. Chute émotionnelle. 1 semaine passa. Léa n'avait toujours pas donné sa réponse aux RH. Elle s'accrochait à l'espoir fragile que Thomas trouve une solution. Mais au fond, elle savait qu'il n'y en avait pas. L'ambiance au bureau était devenue irrespirable. Les collègues la regardaient différemment, certains avec pitié, d'autres avec mépris. Les conversations s'arrêtaient quand elle entrait dans une pièce. On murmurait dans son dos. Camille, l'assistante, lui avait glissé un jour « Fais attention à toi, Léa. Les murs ont des oreilles et des caméras. » Le message était clair, ils étaient surveillés. Chaque mouvement, chaque rencontre était scrutée. Malgré tout, Thomas et elle continuaient à se voir, plus prudemment, plus désespérément, comme des toxicomanes incapables de décrocher. Puis vint le dîner de gala annuel du cabinet, un événement mondain où tous les associés, avocats et cadres supérieurs étaient conviés avec leurs conjoints. Léa avait hésité à y aller, mais son absence aurait été encore plus suspecte. Elle arriva seule dans une robe noire sobre. Quand elle entra dans la salle de réception du pavillon Ledoyen,
elle le vit immédiatement. Thomas, en costume 3 pièces, à côté de sa femme, Sophie Ardant, blonde, élégante, parfaite, le genre de femme qui avait tout, la beauté, l'éducation, le pédigré. Elle riait à une plaisanterie, sa main posée légèrement sur le bras de Thomas. Léa sentit quelque chose se briser en elle. Ce n'était pas de la jalousie, c'était pire. C'était la réalité qui la frappait de plein fouet. Elle n'était rien, une ombre, une erreur. Elle attrapa une coupe de champagne et se réfugia près d'une fenêtre, essayait de disparaître, de devenir invisible. Mais Arnaud Clermont la repéra. Il s'approcha avec un sourire carnassier. « Belle soirée, n'est-ce pas ?»« En effet. Vous êtes venu seul ?»« Oui. Dommage. Vous auriez dû amener quelqu'un. Ça aurait évité les malentendus. » Léa serra sa coupe plus fort. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Clermont se pencha légèrement. « Faites attention, mademoiselle Moreau. Dans notre milieu, la réputation est tout, et une fois ternie, elle ne se nettoie jamais vraiment. » Il s'éloigna, la laissant tremblante de rage et d'humiliation. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle croisa Thomas aux toilettes. Il la retint par le bras. « Léa, attends. Lâche-moi. Je sais que c'est dur, mais je te promets. Tes promesses ne valaient rien, Thomas. » Elle se dégagea. « Tu es là avec ta femme. Tu joues le mari parfait. Et moi, je suis quoi? Le divertissement du patron. Ce n'est pas juste. Non, ce qui n'est pas juste, c'est que je risque tout et toi, tu risques quoi? Un divorce confortable? Tu auras toujours ton cabinet, tes enfants, ta vie. Moi, je n'aurai plus rien. Je vais leur parler, à ma femme, aux associés. Je vais tout assumer. Quand, Thomas? Quand tu auras fini de jouer la comédie? » Il baissa la tête. Parce qu'elle avait raison. Il n'avait pas le courage. Pas vraiment. Léa quitta la soirée en larmes. Dans le taxi, elle reçut un appel de sa mère. Elle laissa sonner. Elle ne pouvait pas parler. Pas maintenant. Mais sa mère insista. 3 appels d'affilée. Léa décrocha finalement. « Maman, ce n'est pas le moment. Léa, ton père est à l'hôpital. » Le monde s'arrêta. « Quoi? » « Un malaise cardiaque. Il est stable, mais tu dois venir. » Léa raccrocha et donna l'adresse de l'hôpital au chauffeur. Les larmes coulaient librement maintenant. Pas juste pour son père, pour tout, pour cette vie qui s'effondrait de toutes parts. Elle passa la nuit à l'hôpital. Son père dormait, relié à des machines. Sa mère, assise à côté, lui tenait la main. Des heures de silence, de peur, de culpabilité. Au matin, Thomas lui envoya un message. « Où es-tu? On doit parler. » Elle répondit simplement « Mon père est à l'hôpital, je ne peux pas. » Il ne répondit pas. Et elle se sentit encore plus seule. Quand son père se réveilla, il la regarda avec un sourire fatigué. « Ma fille? »« Je suis là, papa. Tu travailles trop, tu oublies de vivre. Si seulement c'était ça le problème. Repose-toi, papa. » Il serra sa main. « Promets-moi de prendre soin de toi, de ne jamais sacrifier ton bonheur pour rien. » Elle hocha la tête, incapable de parler. En rentrant chez elle ce jour-là, Léa prit une décision. Elle allait démissionner, couper les ponts avec Thomas, reconstruire sa vie loin de tout ça. Mais le destin, encore une fois, en décida autrement. Chapitre 5. Conséquences et sacrifices. Le lundi suivant, Léa arriva au bureau avec sa lettre de démission dans son sac. Elle avait passé le week-end à la rédiger, à peser chaque mot. 3 phrases simples, professionnelles, sans explication. Mais avant qu'elle ne puisse la déposer, Isabelle Fontaine la convoqua à nouveau. « Asseyez-vous, Léa. » Cette fois, il n'y avait aucune ambiguïté dans son regard. C'était terminé. Une photo a circulé, prise lors du gala. Vous et Monsieur Ardant dans le couloir des toilettes. La posture était compromettante. Léa sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Je peux expliquer. » « Je ne veux pas d'explication. Les associés ont voté. Vous êtes licencié pour faute grave. Relation inappropriée avec un supérieur hiérarchique. Manquement au règlement intérieur. Faute grave, mais je n'ai rien fait de... Vous avez entretenu une liaison avec l'associé principal. Vous avez mis le cabinet en danger. C'est suffisant. » Léa serra les dents. « Et Thomas? Il est licencié lui aussi ?» Isabelle détourna le regard. « Monsieur Ardant a été... réprimandé. »
Réprimandé. Le mot résonna comme une insulte. Bien sûr, l'homme puissant garde son poste. La jeune femme est jetée. C'est vous qui avez fait le choix de... Je n'ai rien choisi. Léa se leva, tremblante de rage. J'ai travaillé comme une dingue pour ce cabinet. J'ai transformé votre image. J'ai apporté des millions en nouveaux contrats. Et vous me jetez comme une moins que rien parce que j'ai eu le malheur de... Elle s'interrompit, parce qu'elle ne savait même pas comment finir cette phrase. Vous avez 1 heure pour vider votre bureau. La sécurité vous accompagnera. Léa quitta le bureau des RH dans un brouillard. Elle croisa des collègues qui baissèrent les yeux. Certains avaient l'air gênés, d'autres satisfaits. Quand elle arriva à son bureau, un agent de sécurité l'attendait déjà. Elle rassembla ses affaires en silence. Photos, diplômes, carnets. 6 ans de vie professionnelle condensés en une boîte en carton. Thomas arriva en trombe. « Léa, attends. » Elle ne le regarda même pas. « Va-t'en. Je vais arranger ça. Je vais leur parler. » « C'est déjà fait, Thomas. Ils ont voté, c'est terminé. Je vais démissionner. » Elle s'arrêta enfin, le regarda et éclata d'un rire amer. « Non, tu ne le feras pas, parce que tu as trop peur de perdre ton empire, ta respectabilité. » « Ce n'est pas vrai. Alors fais-le, maintenant, devant moi. Démissionne. » Il resta silencieux, et ce silence disait tout. C'est bien ce que je pensais. Elle reprit sa boîte. « Au revoir, Thomas. Léa, laisse-moi partir, au moins ça. » L'agent de sécurité l'escorta jusqu'à la sortie. Dans le hall, elle croisa Arnaud Clermont. Il lui adressa un petit sourire satisfait. Léa aurait voulu lui cracher au visage, mais elle garda la tête haute. Elle ne leur donnerait pas ce plaisir. Dehors, le monde continuait. Les gens marchaient, riaient, vivaient, comme si rien ne s'était passé. Léa monta dans un taxi et donna son adresse. Pendant tout le trajet, elle ne pleura pas. Elle était au-delà des larmes, dans une zone d'engourdissement, de vide. Chez elle, elle posa la boîte par terre et s'assit sur son canapé. Les heures passèrent. Elle ne bougea pas, ne mangea pas, ne pleura pas. À 20 heures, Thomas sonna à sa porte. Elle n'ouvrit pas. Il sonna encore, encore. Puis il l'appela. Elle ne répondit pas. Finalement, il glissa un mot sous la porte. « Je suis désolé. Pour tout. Tu méritais mieux. Tu méritais tout. » Léa lut le mot. Puis, elle le déchira en 1000 morceaux. Les jours suivants furent un brouillard. Elle ne sortait plus, ne répondait plus au téléphone. Ses parents essayaient de la joindre, inquiets. Elle leur envoyait des messages rassurants. Tout va bien, juste fatiguée. Mais rien n'allait. Elle avait perdu son travail, sa réputation, sa dignité. Et pourquoi? Pour quelques moments volés avec un homme qui n'avait jamais vraiment été sien. Un matin, elle reçut un email du cabinet. Un accord de confidentialité. Il lui offrait 6 mois de salaire en échange de son silence, pour qu'elle ne parle à personne de ce qui s'était passé. Elle signa, non pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle voulait tourner la page, oublier, recommencer. Mais certaines blessures ne guérissent jamais vraiment. Chapitre 6. Reconstruction fragile. 3 mois passèrent, 3 mois de silence, de reconstruction, de survie. Léa avait quitté Paris. Elle était retournée dans sa ville natale, près de Bordeaux, chez ses parents, dans la maison de son enfance. Un retour en arrière qui ressemblait à une défaite, mais elle n'avait pas le choix. Elle avait besoin de souffler, de guérir, loin des regards, loin de Thomas. Son père allait mieux. Le malaise cardiaque avait été un avertissement. Il avait changé son alimentation, réduit son stress. Et il était heureux que sa fille soit là, même s'il ne comprenait pas vraiment pourquoi elle avait quitté Paris si brusquement. « Tu es sûr que tout va bien ?» demandait-il souvent. « Oui, papa. J'avais juste besoin de changer d'air. » Elle avait menti, à ses parents, à ses amis, à elle-même. Elle racontait qu'elle avait démissionné pour créer sa propre agence, que c'était un choix, une opportunité. Mais la nuit, dans son ancienne chambre, elle revivait chaque moment, chaque regard, chaque baiser, chaque trahison. Thomas lui avait envoyé des dizaines de messages, au début, puis il avait arrêté.
Peut-être avait-il compris qu'elle ne répondrait pas, ou peut-être avait-il simplement continué sa vie, avec sa femme, ses enfants, son cabinet. Léa essayait de faire pareil, de continuer. Elle postulait à des agences, mais dès qu'on vérifiait ses références, les portes se fermaient. Le milieu est petit. Les rumeurs circulent vite. On ne disait rien explicitement. Mais les silences parlaient d'eux-mêmes. Elle était grillée. Un jour, elle reçut un appel d'une ancienne collègue, Julie, une des rares personnes qui lui avait envoyé un message après son départ. « Léa, je voulais juste te prévenir. Clermont a fait passer le mot dans plusieurs cabinets. Il dit que tu es instable, qu'il y a eu des problèmes de professionnalisme. » Léa serra le téléphone. Il essaie de m'empêcher de retrouver du travail. « Je suis désolé, c'est dégueulasse. Mais je voulais que tu saches. Merci, Julie. » Après avoir raccroché, Léa s'effondra. Elle avait tout perdu. Et maintenant, il voulait s'assurer qu'elle ne remonte jamais. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, elle pleura. Vraiment. Longtemps. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes. Puis elle prit une décision. Elle n'allait pas se laisser détruire. Elle allait se battre, différemment, autrement. Elle créa son propre site, freelance en communication digitale. Elle commença petit. Des missions pour des PME locales, des artisans, des commerçants. Rien de glorieux. Mais c'était un début. Et lentement, très lentement, elle recommença à respirer. Un jour, en fin d'après-midi, alors qu'elle travaillait dans un café, un homme s'approcha de sa table. « Léa Moreau ?» Elle leva les yeux, la quarantaine, sourire avenant, costume décontracté. « Oui ?»« Maxime Régnier. J'ai une agence de communication à Lyon. J'ai entendu parler de votre travail chez Ardent & Associés. Impressionnant. » Léa se raidit. « Vous voulez dire avant qu'il me jette ?» Maxime sourit. « Je me fiche de ce qui s'est passé. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous savez faire. Et j'ai besoin de quelqu'un comme vous. » C'était la première fois en 3 mois qu'on lui offrait une vraie opportunité, sans jugement, sans questions insidieuses. « Pourquoi moi ? Parce que j'ai bâti mon agence en prenant des risques sur des talents que les autres négligeant. Et vous êtes une sacrée prise. » Léa hésita. Une partie d'elle voulait accepter immédiatement, mais une autre avait peur. Peur de refaire les mêmes erreurs, de se brûler à nouveau. « Je vais y réfléchir. » « Prenez votre temps, mais pas trop. Les opportunités comme celle-là ne se représentent pas souvent. » Il lui tendit sa carte et s'éloigna. Ce soir-là, Léa resta longtemps à fixer cette carte. C'était peut-être sa chance de recommencer. Pour de vrai. Loin de Paris, loin de Thomas, loin de tout ce passé qui la hantait. Mais pouvait-on vraiment recommencer? Ou portait-on toujours ses blessures avec soi? Conclusion douce amère. 6 mois après son départ de Paris, Léa accepta l'offre de Maxime. Elle déménagea à Lyon, intégra son agence, et lentement, très lentement, elle reconstruisit sa vie professionnelle. Ce n'était pas ce qu'elle avait imaginé. Ce n'était pas le cabinet prestigieux, les clients internationaux, les dîners mondains. Mais c'était honnête. C'était sien. Elle avait aussi appris à vivre avec les cicatrices. Certaines nuits, elle repensait à Thomas, à ce qu'ils avaient partagé, à ce qu'elle avait perdu. Mais la douleur s'était atténuée. Elle était devenue une mélancolie sourde, supportable. Elle ne s'était pas reconstruite entièrement. Elle ne savait pas si c'était possible, mais elle avait appris à fonctionner avec les morceaux qui restaient. Un jour, en parcourant un article de presse économique, elle tomba sur une photo. Thomas Ardent inaugurait une nouvelle division du cabinet. À côté de lui, sa femme. Tout sourire. L'image parfaite de la réussite. Léa referma l'article. Elle ne ressentait plus de colère. Juste une tristesse diffuse. Pour ce qu'ils auraient pu être. Pour ce qu'ils n'avaient jamais vraiment été. Elle avait payé le prix. Lui aussi à sa façon. Même si ce prix était invisible. Parfois, elle se demandait s'il pensait encore à elle. Si, dans l'obscurité de ces nuits, il regrettait. Mais elle ne cherchait plus de réponse. Certaines questions devaient rester sans réponse. Elle avait appris une leçon cruelle. Certains amours ne sont pas faits pour exister. Ils sont des comètes, brillantes
destructrices, éphémères. Ils traversent le ciel, laissent une trace de feu puis disparaissent. Et on doit continuer à vivre avec le souvenir de cette lumière et de la brûlure. Léa n'était plus la jeune femme ambitieuse qui avait franchi les portes d'Ardent & Associés. Elle était devenue quelqu'un de plus dur, de plus lucide, de plus seul aussi, mais elle était debout, et dans son monde, c'était déjà une victoire. Ça, c'était parasema d'épilogue. 15 mois après avoir quitté Paris, Léa reçut un message sur LinkedIn. « Léa, j'espère que tu vas bien. Je pense souvent à toi. Pourrions-nous parler ? Thomas. » Elle fixa le message longtemps. Son cœur se serra. Pas de désir, pas de colère, juste une fatigue immense. Elle tapa une réponse, l'effaça. En tapa une autre, l'effaça encore. Finalement, elle écrivit simplement « Il n'y a plus rien à dire, Thomas. Prends soin de toi. » Puis elle ferma l'application. Dehors, le soleil déclinait sur Lyon. Les lumières de la ville s'allumaient une à une. Léa se prépara une tisane, enfila un pull confortable et ouvrit son ordinateur. Elle avait une campagne à finaliser, un client qui comptait sur elle, une vie à continuer. Thomas Ardent appartenait au passé, un chapitre fermé, une blessure cicatrisée, mais parfois, dans le silence de la nuit, elle se demandait si on guérissait vraiment des fantômes, ou si on apprenait simplement à vivre avec. Elle n'avait pas de réponse, et peut-être que c'était là toute la vérité. Certaines histoires ne finissent pas, elles s'estompent, lentement, douloureusement, jusqu'à devenir un murmure lointain, un écho de ce qu'on avait été, de ce qu'on avait cru possible. Léa ferma les yeux et respira profondément. Demain serait un autre jour, et elle serait là pour l'affronter. Seule, mais debout, toujours debout. Si ce genre d'histoire vous parle, abonnez-vous à la chaîne. Ici, les histoires ne font pas de promesses. Elles disent la vérité.